Bienvenue dans le podcast Wonder School pour un voyage en terre arc-en-ciel. Je m'appelle Mathilde et je vais vous raconter mon voyage de 3 semaines en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage fascinant à travers un pays unique, l'Eswatini. Dans ce podcast, nous vous ferons découvrir son histoire, sa biodiversité et surtout son système monarchique qui fait la particularité de ce petit royaume d'Afrique australe. Cet épisode sera également l'occasion de vous faire écouter un peu de musique car nous avons eu le privilège d'assister à une représentation d'une fête locale. Préparez-vous car le dépaysement est garanti. Quand on mentionne l'Eswatini en France, on est souvent accueilli par des regards interrogateurs. Avant, l'Eswatini était connu sous le nom de Swaziland, mais il a récemment changé de nom en 2018. Ce changement a été décidé par le roi Mswati III, le monarque du pays, lors des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance du Swaziland vis-à-vis de la colonie britannique. Le roi a justifié ce changement de nom en expliquant que Swaziland était un nom colonial hérité de l'époque où le pays était sous le protectorat britannique, et il souhaitait ainsi restaurer le nom original du pays en langue swati, Eswatini qui signifie le pays des Swazis. Ce changement avait pour but de renforcer l'identité culturelle et nationale du pays en le débarrassant de son héritage colonial. Et nous avons pu aussi remarquer lors de notre passage à la frontière qu'ils ont une ferme volonté de s'ouvrir et de développer le tourisme. En effet, ils nous ont réservé un accueil des plus chaleureux. Et ensuite, nous avons été très déçus de ne pas rester plus longtemps. C'était vraiment très beau et authentique. Allez, c'est parti pour un petit détour par l'Eswatini sur notre route avant de rejoindre un peu plus tard l'exotisme de l'océan Indien. Petite carte d'identité sur ce royaume. L'Eswatini est un pays d'un peu plus d'1 million d'habitants, 30 fois plus petit que la France, avec pour capitale Mbaban. Il est gouverné par le roi Mswati III, le dernier monarque absolu d'Afrique, célèbre notamment pour ses 15 épouses. Car oui, la polygamie est autorisée en Eswatini. Il doit galérer pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, il existe encore très peu d'États dans le monde où le régime politique est la monarchie absolue. Seulement 6. Le royaume d'Arabie Saoudite, le sultanat d'Oman, l'émirat du Qatar, le sultanat de Brunei, le royaume d'Eswatini et le Vatican. L'Arabie Saoudite et le Vatican sont des monarchies de droit divin. Néanmoins, elles font aussi des élections. Le roi d'Arabie est élu au sein de la famille Al Saoud et au Vatican, le pape est élu lors d'un conclave. Une monarchie absolue comme en Eswatini est différente d'une monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre par exemple, car ces deux systèmes de gouvernance sont fondamentalement différents dans la manière dont le pouvoir est exercé. Pour mieux comprendre les distinctions entre une monarchie absolue et une monarchie constitutionnelle, plongeons dans les détails. Commençons par la monarchie absolue. Dans une monarchie absolue, le monarque règne en maître absolu. Ce monarque, souvent considéré comme ayant reçu son pouvoir directement de Dieu, détient un contrôle total sur l'État. Il peut prendre des décisions unilatéralement. Tiens, c'est un mot pour le Scrabble, ça. C'est-à-dire tout seul. Les sujets de la monarchie absolue ont peu de droits politiques. Et le pouvoir du monarque n'est pas soumis à des obligations issues d'une constitution. D'un autre côté, une monarchie constitutionnelle, avec une constitution qui limite et encadre les pouvoirs du roi, et qui présente donc un modèle de gouvernement différent. Dans ce système, le monarque a un rôle principalement symbolique et cérémoniel. Le vrai pouvoir politique est exercé par un gouvernement élu et des institutions démocratiques. Les citoyens d'une monarchie constitutionnelle ont généralement des droits politiques, comme le droit de vote, qui leur permet de participer activement aux décisions politiques de l'État. Alors en résumé, la différence fondamentale entre une monarchie absolue et une monarchie constitutionnelle, c'est le pouvoir du roi. En Eswatini, le roi détient un pouvoir considérable. Il nomme le Premier ministre, le cabinet, et peut dissoudre le Parlement ou promulguer les lois par décret royal. Bien qu'il y ait un Parlement, le roi a toujours le dernier mot. Les partis politiques sont interdits. Et en 2021, à la suite de violentes manifestations contre le régime, le roi interdit désormais tout type de manif dans le pays. On serait bien embêté en France. La reine-mère, l'une des épouses du roi,
jouent également un rôle politique en organisant des rituels nationaux et en exerçant la régence en cas de besoin, quand le roi meurt et que son héritier n'est pas en mesure de gouverner. Les rituels tiennent encore une place essentielle dans l'organisation de la vie du pays. Par exemple, la cérémonie annuelle de l'Inkwala, la fête des récoltes, est l'un des moments les plus importants dans l'année car elle symbolise le lien sacré entre le roi et son peuple, mais elle a également une dimension politique car elle permet au roi de consulter son conseil traditionnel et d'interagir avec ses chefs régionaux. C'est comme un meeting politique. Nous avons assisté à une démonstration de cette cérémonie. Le soir où nous avons dormi en Eswatini. Et ne le dis à personne, mais ma mère et mon père ont dansé avec eux. Mais l'Eswatini ne se limite pas à son système très particulier de monarchie et vaut vraiment le détour. Le pays s'ouvre au tourisme et ses habitants sont très accueillants. Les paysages sont magnifiques, la faune et la flore resplendissantes. Le pays abrite également des trésors naturels, des réserves et des parcs illustrant l'engagement de l'Eswatini envers la préservation de sa faune et sa flore. Le pays est réputé pour son artisanat traditionnel, dont la vannerie, et je me suis même acheté une petite panière verte et noire pour faire un vide-poche sur mon bureau. Ces objets sont souvent ornés de motifs géométriques traditionnels. Enfin, une légende dit que l'Eswatini abrite une pierre énigmatique, connue sous le nom de pierre du matin. Les Swazis disent qu'elle pointe toujours vers l'est, en direction du soleil levant, ce qui les a aidés à s'orienter lors de leur voyage. Nous aurions aimé rester un peu plus longtemps en Eswatini, et nous avons regretté que ce soit qu'une étape de passage. Nous aurions pu profiter de la possibilité de faire des balades à vélo dans la réserve et de s'approcher au plus près des animaux. Car contrairement au parc Kruger, il n'y a pas de fauves, donc les balades à pied ou à vélo sont autorisées dans les réserves d'Eswatini. C'est l'heure du changement de décor. Nous quittons le paysage aride de la savane africaine pour nous rendre cette fois-ci du côté de Sainte Lucia, près de l'océan Indien, où une végétation luxuriante nous transporte dans un paysage tropical au cœur de la province KwaZulu-Natal. Sainte Lucia est une île à taille humaine, bercée par une ambiance paisible qui s'apparente un peu à une station balnéaire, mais en version océan, tropique et animaux sauvages. Vous pourriez même apercevoir des panneaux avertissant de zones dangereuses de traversée par des hippopotames. À l'origine, cet endroit portait le nom de Rio dos Medos do Ouro, ou la rivière des dunes dorées. Il a été baptisé ainsi par des rescapés portugais de naufrage du Sao Bento en 1554. C'était un navire de la compagnie portugaise des Indes orientales. L'histoire raconte que ce navire transportait de Cochin en Inde, vers Lisbonne au Portugal, une cargaison de produits orientaux, mais aussi 325 esclaves, traités eux aussi comme de la marchandise. Malheureusement, le commandant du navire, Fernão d'Alvarez, a quitté Cochin trop tard dans la saison et une violente tempête l'a empêché de franchir le cap de Bonne-Espérance. Le navire est refoulé vers l'est et finalement s'échoue sur les côtes. Il y a eu peu de survivants, seulement 56 Portugais et 6 esclaves sur une embarcation de fortune, et 20 Portugais et 4 esclaves récupérés plus tard sur la plage. Ces survivants ont nommé la région Rio dos Medos do Ouro, signifiant rivière des dunes d'or en portugais. Voilà les origines de la ville de Sainte Lucia. Vous allez encore me dire que je bluffe, mais croyez-moi, cet endroit est vraiment magnifique, mais aussi très différent de ce que l'on a déjà vu. Nous avons sillonné le parc Isimangaliso. Il est le premier site de l'Afrique du Sud à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Il s'agit d'un grand parc en zone humide et nous avons assisté à un des plus beaux couchers de soleil de ma vie à bord d'un petit bateau auprès des hippopotames. Oui, c'était magnifique. Mais moi, je déteste les hippos. C'est moche et c'est méchant. Préjugés. Quoi? Quel préjugé? J'ai des preuves. Déjà, tu as vu la taille de leurs dents? Leurs canines atteignent au moins 50 cm, presque la taille de mon bras. Tu juges au physique, là. Puis t'as des petits bras. Je vous assure, l'hippopotame est l'un des animaux les plus agressifs de la savane. Il pèse près d'1,5 tonne et vit au moins 40 ans. Ils sont très territorialistes.
On peut voir leurs yeux dépasser dans l'eau comme s'ils nous guettaient pour nous dévorer. Leur mâchoire est redoutable, elle peut s'ouvrir à 180 degrés. N'importe quoi, ils ne feraient pas de mal à une mouche, ils sont herbivores. Et passent leur journée à se baigner pour ne pas être brûlés par le soleil. C'est trop mignon. En plus, les pauvres, ils passent leur journée dans l'eau sans savoir nager. On peut dire d'eux qu'ils marchent dans l'eau. Et en plus, quand ils communiquent, on dirait qu'ils se font de la poire. Mais les statistiques sont de mon côté. Selon National Geographic, il y a au moins 300 morts par an à cause des hippos, ce qui lui vaut d'être connu comme le plus dangereux des animaux d'Afrique. Une seule morsure d'hippopotame peut vous couper un corps d'humain en deux. Il ne faut que défendre leur territoire. Et ils sont de plus en plus chassés pour l'ivoire de leurs dents depuis que la chasse aux éléphants est interdite. Enfin, en tout cas, j'ai trop aimé cette balade. Tellement paisible. Bien que notre anglais ait été mis à rude épreuve. Loggerheads, on the other hand, smaller turtle, 140, and their nesting varies between 9 to 21 days, depending on the ocean. Ce fut un moment presque sorti d'une scène de cinéma, un petit air d'Out of Africa. Mais qui signe la fin de notre premier road trip de cette découverte de l'Afrique du Sud. Avant ça, direction Durban, une ville fortement influencée par la communauté indienne. Par exemple, le fameux bunny chaud, issu de la street food, ce plat est inspiré des travailleurs indiens qui emportaient leur curry dans un pain évidé. C'est plutôt costaud, oui, et assez épicé. Une fois de plus, nous avons eu seulement le temps de faire un bref détour par l'aquarium et de savourer un bunny chaud. Enfin, juste pour eux. Nous regrettons de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour explorer cette île où le nom du roi Shaka Zulu est écrit de partout, que ce soit à l'aquarium, à l'aéroport ou dans les rues. Demain, nous prendrons un vol direction le Cap. Nouvelle destination, nouvelle voiture, nouvelles aventures. Oui, nous verrons d'autres animaux sauvages, des baleines sous nos pieds, des pingouins bruyants et des rats de plage, ainsi que des paysages originaux, des immenses vignobles et des falaises battues par les tempêtes, des maisons multicolores et même un concert inattendu. Voilà, c'était le 5e épisode de mon podcast sur mon incroyable voyage en Afrique du Sud. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le partager avec vous. Ne manquez pas le prochain épisode où je vous raconterai mes aventures au Cap, ma dégustation de vin et une belle chute de vélo. J'espère vous retrouver bientôt pour cette nouvelle aventure passionnante. A plus sur Wonder School. Ring. 3, 2, 1, go. Action. Mais les Swatini ne se... Vas-y. Et ensuite, nous avons...